c'est-à-dire le matin entre 6h30 et 9h30 et la fin d'après-midi entre 16h et 19h. Sur ce sujet, et à la demande des élus qui le souhaitent, le gouvernement a prévu la possibilité que l'employeur fournisse une attestation de déplacement pendant les heures de pointe. Je vous annonce que ce dispositif a été retenu pour la région Île-de-France à la demande de sa présidente, Madame Valérie Pécresse. Troisièmement, et je conclurai par cela, nous prenons des mesures strictes, très strictes sur le plan sanitaire. Les opérateurs reviendront sur l'amélioration des procédures de nettoyage et de désinfection. Et je veux pour ma part insister sur 2 points importants. Comme vous le savez, le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun à compter du 11 mai. Cette obligation sera assortie d'une distribution de 10 millions de masques d'appoint par l'État, dont 4,5 millions en Île-de-France, de manière à accompagner les voyageurs pendant les premiers jours. En complément, la région Île-de-France distribuera 2 millions de masques. Je laisserai Madame Pécresse nous préciser les choses sur ce point. Et je vous confirme que nous ferons preuve de pédagogie pendant les premiers jours, mais je le redis ici, en cas de non-port du masque ou en cas de refus du port du masque, il est prévu et il sera réalisé la contravention, en tout cas il est prévu que le non-port du masque ou le refus du port du masque puisse faire l'objet d'une contravention de 4e classe, c'est-à-dire d'une contravention de 135 €. Le deuxième point sur lequel je souhaite insister aujourd'hui concerne la régulation des flux de voyageurs. Comme vous le savez, nous voulons éviter que trop de monde, au même moment, se trouve dans les mêmes rames, sur les mêmes quais ou encore dans les mêmes couloirs des gares et des stations. Pour faciliter le contrôle des flux de voyageurs et éviter ainsi la trop grande promiscuité, nous avons décidé de filtrer et de sécuriser plusieurs centaines de gares sur le territoire national, tandis qu'environ 60 stations de la RATP resteront fermées à compter du 11 mai. Je salue Christophe Castaner, qui mobilise plus de 20 000 forces de sécurité intérieure partout sur le territoire, ainsi que les opérateurs qui ont organisé, en lien avec leur opérateur de sécurité et avec des prestataires extérieurs, ces contrôles pour répondre à ce défi à tous égards inédit. J'ai eu l'occasion de le dire, mais je le réitère, si les mesures sanitaires ne sont pas suffisamment respectées, nous n'hésiterons pas à fermer telle gare, telle station ou encore telle ligne de train, de bus ou de métro. Voilà, mesdames et messieurs, la philosophie, les grandes lignes de ce plan de transport. Je propose peut-être maintenant d'écouter Valérie Pécresse pour faire un point précis sur la région Île-de-France qui, à raison de la complexité du réseau, de la densité de sa population, présente des caractéristiques particulières. Puis je céderai la parole à Jean-Pierre Farandou, à Thierry Mallet pour nous présenter le plan national et Catherine Guillouard pour la RATP reviendra en détail sur la situation en Île-de-France. Madame Pécresse. Merci, Monsieur le Ministre. Je crois que vous l'avez très bien indiqué. Compte tenu de la circulation malheureusement encore trop forte du virus dans la région Île-de-France, la région se prépare à un déconfinement à la fois sous contrainte et sous haute vigilance. Nous avons un véritable défi à relever avec une double exigence, à la fois démarrer une reprise progressive de l'activité, au risque de faire suivre à la crise sanitaire une crise économique et sociale qui accentuerait encore les inégalités, mais aussi veiller à respecter scrupuleusement les précautions sanitaires strictes pour éviter toute nouvelle vague épidémique. Alors, c'est vrai que le déconfinement dans les transports en commun en Île-de-France s'apparente un peu à un parcours du combattant, et personne ici ne me démentira, parce que en temps normal, plus de 5 millions de personnes les empruntent. Alors nous nous préparons activement. Le gouvernement a décidé, le 28 avril, d'imposer aux opérateurs l'obligation du respect de la distanciation sociale entre les voyageurs dans les transports en commun. Cette règle implique la réduction de plus de 75% de la capacité d'emport du réseau francilien et elle va nécessiter de limiter au maximum l'usage de ces transports. Et ça veut dire les limiter aux franciliens qui en ont le plus besoin. À titre d'exemple, pour un métro, à la place de 800 personnes emportées, il faudra limiter à 180 personnes à peu près, mais je parle sous le contrôle de Catherine Guillouard qui corrigera peut-être les chiffres. Ça veut dire que nous ne pourrons accueillir à partir du 11 mai que 1 500 000 voyageurs, là où nous en accueillons en temps normal 5 millions. Alors, comme autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France, nous avons dû nous atteler à résoudre cette équation très difficile en une semaine.
Nous avons d'emblée écarté la solution de fermeture de lignes et de grandes gares parisiennes pour réduire le nombre de transports en commun. Ça aurait été la solution de facilité, mais c'était une solution qui était très pénalisante et très injuste, notamment pour les habitants de la Grande Couronne qui ont des temps de transport extrêmement longs ou tous ceux qui ont vraiment besoin des transports en commun pour se rendre à leur travail. Et ça aurait été une décision difficilement compréhensible, alors même, Monsieur le Ministre, que nous avions réussi à maintenir ouverts les transports en commun pendant toute la durée du confinement. Je veux d'ailleurs ici rendre hommage, un hommage appuyé à tous les agents des opérateurs, RATP, SNCF et Optile, qui ont continué d'assurer le service public pendant cette période très difficile. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait 4 demandes préalables à la reprise. Tout d'abord, j'ai fait la demande au gouvernement que puisse être rendu obligatoire le port du masque dans les transports en commun et je me réjouis d'avoir été entendue. En attendant que les entreprises prennent le relais, la région Île-de-France, avec les maires de l'Île-de-France, a déjà distribué 1 600 000 masques dans plus de 200 gares franciliennes et nous nous apprêtons à renouveler ces opérations autant qu'il le faudra avec un stock de 4 millions de masques qui seront distribués. 2 millions dès la semaine prochaine dans plus de 400 gares routières, stations la semaine prochaine, grâce aux maires et grâce aussi aux opérateurs que je remercie de nous aider à les distribuer. Il y aura des masques tissus, 1 million qui seront disponibles dès lundi pour les abonnés Navigo. Il y aura des masques chirurgicaux qui seront distribués dans les grandes gares dans lesquelles nous ne pouvons pas nous permettre de créer des files d'attente lundi. Deuxième demande, une demande aux opérateurs RATP, SNCF et Optile de muscler leur plan de transport pour proposer dès le 11 mai l'offre la plus importante possible et aboutir à une offre de 100% début juin. Là aussi, je tiens à les remercier pour les efforts qu'ils ont déployés dans des délais contraints. Ils présenteront eux-mêmes l'ampleur de leur offre, mais ça a été un énorme effort pour eux. Et je voudrais vous remercier, Monsieur le Ministre, pour l'accueil des enfants, des personnels des opérateurs de transport que vous avez organisé avec le préfet de région de manière à permettre de réduire l'absentéisme subi dans ces entreprises. Donc on va être à globalement 75% sur le réseau du métro, plus de 80% pour les bus et tramways RATP, près de 90% pour les bus en grande couronne, et ces chiffres sont importants. Alors, par ailleurs, je souhaite qu'avec les opérateurs, pendant toutes les 3 premières semaines de cette remise en ordre, nous soyons très agiles pour adapter l'offre de transport tous les jours en fonction des remontées de terrain. Et il faudra qu'on fasse un effort particulier de coordination sur l'information aux voyageurs pour qu'on soit tous en mesure de donner la même information. Par ailleurs, pour mettre en œuvre les directives du gouvernement et rassurer nos voyageurs, nous avons demandé aux opérateurs un doublement du nettoyage et de la désinfection de tous nos trains, métro, bus, tram, mais également, bien évidemment, de tous les espaces publics de transport. C'est un coût de 10 millions d'euros pour Île-de-France Mobilité. Et je salue aussi le déploiement de 300 distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique en libre service dans les gares et les stations de métro les plus fréquentées, et je sais dans certains bus aussi du réseau Optile. La mise en place d'une signalétique et de marquage au sol dans toutes les gares et stations et la mise en œuvre de messages sonores et de campagnes de communication massives seront évidemment très utiles pour rappeler les consignes sanitaires. Mais tout ceci n'était pas suffisant. Ça n'était pas suffisant pour garantir la distanciation sociale, une règle qui est extrêmement contraignante pour un réseau qui n'en a pas l'habitude et sur lesquels on ne peut pas réserver les places comme dans le réseau grande ligne. Alors nous avions besoin de 3 outils supplémentaires incontournables. Le premier, et je voudrais remercier vraiment le préfet Cadeau je devrais le remercier pour l'ensemble de son œuvre, mais je le remercie particulièrement pour cet accord social régional totalement inédit. Je crois que dans l'histoire, en une semaine, on n'avait jamais réussi à négocier avec les organisations patronales et syndicales en même temps, en 8 jours, et pour entériner à la fois la poursuite massive du télétravail, qui n'est pas une décision facile à prendre pour les entreprises parce que beaucoup de salariés rêvent de retourner travailler, poursuite massive du télétravail, notamment la première semaine, et puis progressivement un desserrement dans les semaines qui vont suivre. Et surtout, là aussi c'est un accord qui est assez révolutionnaire, l'étalement des horaires d'arrivée et de départ des salariés sur une tranche de 6h30 à 10h30 le matin,
matin, de 15h30 à 19h30 le soir. Là aussi, ces accords de lissage des heures de pointe, ça fait des années qu'avec les opérateurs, nous les souhaitions, nous les demandions, nous en faisions la promotion. Et là, peut-être, grâce à l'accord que nous venons de signer, eh bien, de cette crise naîtra un bienfait et une souplesse d'organisation du travail inédite en Île-de-France. Alors, le deuxième outil que nous vous avons demandé, Monsieur le Ministre, en effet, c'est l'attestation employeur qui permettra d'avoir accès aux trains en priorité et aux bus et au métro en priorité pour les franciliens aux heures de pointe. Alors pourquoi cette attestation employeur? C'est parce qu'il nous semble nécessaire dans la période qui va arriver de donner priorité dans les transports en commun aux salariés qui doivent se rendre au travail. Et donner cette priorité, ça ne veut pas dire, évidemment, que lorsqu'on a un motif impérieux d'être dans les transports aux heures de pointe, on ne pourra pas les prendre. Et je sais que le gouvernement est très vigilant et a prévu toute une série de cas de figure, accompagner les enfants à l'école, se rendre à une convocation obligatoire, aller à un entretien d'embauche pour un demandeur d'emploi, aller passer un examen en concours pour un étudiant. Donc il y a toute une série de cas de figure où on a un besoin impératif de se déplacer aux heures de pointe. Dans tous les autres cas de figure, nous souhaitons réserver cet usage des transports d'abord à tous ceux qui ont besoin d'aller travailler. Alors, Île-de-France Mobilité a essayé de réduire au maximum la période pendant laquelle les contrôles en gare et le filtrage en gare se fera, en accord avec l'État. Nous avons fixé cette période entre 6h30 et 9h30 le matin, et entre 16h et 19h. Donc le besoin d'une attestation employeur se fera sentir entre 6h30 et 9h30 et entre 16h et 19h, du lundi au vendredi, évidemment pas les week-ends, pas les jours fériés, et tout cela jusqu'au 2 juin, période où nous nous retrouverons, et dans le cadre d'un décret que le gouvernement va très rapidement, je pense, sortir pour clarifier, évidemment, ces règles. Alors là aussi, cette attestation employeur est un outil pour aider à respecter la distanciation sociale qui risque de causer quand même beaucoup de files d'attente dans certaines gares. Enfin, nous avons demandé que des forces de l'ordre puissent être mobilisées massivement pour la sécurisation et l'appui aux opérateurs pour le filtrage des gares et des stations du réseau. Bien évidemment, nous comptons sur le civisme et l'autodiscipline des voyageurs qui doivent participer à l'effort collectif pour assurer le respect des règles sanitaires. Mais j'ai entendu le ministre Castaner avec beaucoup de satisfaction nous dire que l'État serait au rendez-vous et mobiliserait des milliers d'agents des forces de l'ordre supplémentaires qui, couplés au renfort de sécurité privée mobilisés par les opérateurs, sont absolument indispensables si nous voulons faire respecter, là encore, l'accès ordonné, contrôlé au réseau qui seul permettra de respecter la règle de distanciation sociale et d'éviter de devoir fermer des grandes gares ou des stations avec correspondance qui seraient les principales à risque. Voilà, et pour conclure, évidemment, un tout petit mot sur les alternatives au transport en commun avec l'État, avec le préfet cadeau, avec les gestionnaires de voirie, la mairie de Paris, les départements et les intercommunalités. Nous avons travaillé à développer et financer des centaines de kilomètres de pistes cyclables temporaires. C'est évidemment une très grande novation en Île-de-France. Je souhaite que cette novation fasse l'objet d'une évaluation à la fin de la période estivale, de façon à ce que nous voyions lesquels nous pérennisons, lesquels se sont révélés peut-être mal calibrés par rapport aux besoins. Et puis, par ailleurs, sur le covoiturage, Île-de-France Mobilité remettra des aides très puissantes au covoiturage, les mêmes que celles que nous avions mises en place pendant les grèves de décembre, Monsieur le Ministre, de façon à ce que le covoiturage, qui est compatible avec les règles de distanciation sociale, je l'ai appris lorsque le passager se place en diagonale à l'arrière, et bien que ce covoiturage puisse à nouveau se développer pendant cette période où nous espérons effectivement avoir le moindre report modal possible vers la voiture. Bien, merci Madame la Présidente pour cette présentation exhaustive et nécessaire des choses. J'invite maintenant Jean-Pierre Farandou et Thierry Mallet. Peut-être pouvez-vous prendre place en même temps, gardant la distance physique d'1 mètre,
pour nous parler du plan de transport national, en commençant par le plan de la SNCF. Jean-Pierre, tu as la parole. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, bonjour. Madame la présidente de région et présidente d'Île-de-France Mobilité, monsieur le préfet de région, chers collègues, mesdames et messieurs. Peut-être pour démarrer, vous dire que ce qui nous guide à la SNCF depuis le début de cette crise, c'est le service public. On a vraiment tenu à faire vivre ce service public, on l'a chevillé au corps, j'espère qu'on l'a démontré, en maintenant un service essentiel pour les gens. Dans la période de confinement, avec le plein accord bien sûr des autorités organisatrices, c'est important parce qu'on sait que les gens de la première ligne comptaient sur nous et on a réussi à faire rouler des trains, malgré cette période difficile. Rappelez aussi, on en parle moins, mais que le fret aussi a fonctionné. C'est important pour la continuité industrielle de notre pays, que des trains de fret aient pu circuler pour les céréales, pour les produits pharmaceutiques, pour les produits chimiques dont on a besoin pour traiter l'eau, pour nos grandes villes. Donc nous avons été au rendez-vous. Et la SNCF et les cheminots ont su retrouver cette âme de l'utilité publique et l'intérêt général. C'est dans ces moments-là qu'il faut le souligner. Deuxième impératif, bien sûr, c'est la sécurité sanitaire du pays. La SNCF est une grande entreprise, elle s'intègre dans le cadre des politiques publiques et elle a joué sa partition. D'abord en acceptant, bien sûr, de réduire drastiquement son offre de TGV. Nous avons compris que la mobilité longue distance était un problème de sécurité sanitaire. Je rappelle qu'aujourd'hui, on n'a plus que 40 malheureux TGV qui roulent par jour, 1% du trafic. Donc voilà, on a joué le jeu. Et en plus, on ne peut pas dépasser plus d'un voyageur sur deux à bord des TGV. Donc voilà, donc vraiment, on a appliqué avec beaucoup de rigueur les consignes sanitaires sur les TGV. On a aussi bien sûr joué le jeu très vite en termes d'annonces. On a profité de la puissance d'information de la SNCF, annonce dans les gares autour des gestes barrières, puisqu'au début de la crise, il a fallu installer ces gestes barrières. Maintenant, ça nous paraît évident, mais au tout début, souvenons-nous que les Français n'avaient pas encore l'habitude de respecter ces fameuses règles qui maintenant s'imposent à tous. Sécurité des cheminots. Je suis employeur, je suis patron d'entreprise, j'ai 140 000 cheminots. Il est bien évident que la responsabilité du patron d'entreprise, elle est là. Et nous devons veiller, nous qui sommes des dirigeants d'entreprise, à ce que nos salariés soient bien protégés par rapport à cette menace un peu inconnue, un peu inaudite d'une épidémie. C'est très important. Et grâce à cela, et un dialogue social assez nourri dans l'entreprise, 3500 trains circulent par jour. Ça prouve bien qu'on est capable de mobiliser des conducteurs, des agents de maintenance, des agents de circulation. On a réussi à faire vivre ces grands métiers ferroviaires pendant cette période du confinement. Alors maintenant, le challenge, c'est le déconfinement. Assez curieusement, il faut que je mette une petite slide, parce qu'on a prévu une petite slide. Voilà. Alors ça fait toujours mal à un cheminot de dire qu'il va réduire l'offre, mais ça, on est bien obligé. Enfin, réduire l'offre. On ajuste l'offre. On l'a fait rouler au maximum sur les trains de la vie quotidienne, comme l'a dit la présidente. Donc on fera 60% en Île-de-France, un peu plus de 50% en province. On réussira à monter à 75% très vite avant la fin du mois de mai, et au mois de juin, on sera à 100%. Alors, il a fallu revisiter tous les trains, revisiter les postes d'aiguillage, donc il y a une période de démarrage, et il faut relancer la grande machine SNCF. On avait aussi beaucoup de cheminots qui n'étaient pas au travail, donc il a fallu les préparer, les former. En tout cas, nous sommes au maximum, puisqu'effectivement, ce qu'il faut faire, c'est proposer le maximum de places d'un côté pour justement avoir, on l'espère, suffisamment de places pour les voyageurs qui devront absolument prendre le train pour aller travailler. Le TGV, on y va plus doucement. Là aussi, on respecte les consignes du gouvernement. On va augmenter très progressivement l'offre, en conservant le 1 sur 2, bien évidemment. Et donc, on a bien compris que, et d'ailleurs c'est tout à fait clairement exprimé, les déplacements au-delà de 100 km doivent être l'exception. Donc on est en mesure de respecter ces exceptions, ne serait-ce que pour que la vie économique puisse reprendre. Mais on fera ça avec beaucoup de précautions. Un enjeu important, et on le sait bien, il faut gérer le fond et la psychologie. On voit bien que un des handicaps majeurs que nous avons, c'est que les gens ont peur de prendre le train. C'est embêtant. C'est embêtant puisque nous, c'est très important que nous puissions démontrer à nos voyageurs qu'il est sûr de prendre le train. Et ça l'est. Et ça l'est parce que l'effort de désinfection et de nettoyage a été considérablement augmenté. Pour la SNCF, au total, c'est plus de 5500 personnels supplémentaires pour la désinfection et le nettoyage. Et rien qu'en Île-de-France, c'est là où on voit le poids de la région, plus de 2000 personnels supplémentaires parmi les 5500. Voilà, donc un effort de désinfection et nettoyage sans précédent. Bien évidemment, nous tiendrons l'engagement d'un nettoyage par jour, mais on fera mieux. On fera bien mieux qu'une désinfection par jour, on fera davantage. Donc on va mettre le paquet en matière de nettoyage. C'est très important pour nos voyageurs et c'est aussi important pour nos personnels, bien sûr. Alors les distances de sécurité, ça fait partie des gestes barrières. Ce n'est pas forcément naturel quand on est dans un flux de passagers dans une gare, mais on va aider les voyageurs à respecter ces gestes barrières. Voilà, donc vous voyez les exemples qu'on va faire. On a inventé une signalétique
Donc c'est un rond pour être statique et la barre vous donne le sens vers lequel aller. Hein. Donc, et la ligne n'a pas dépassé, c'est la symbolique de la barre à pas dépasser. Voilà ce que ça va donner dans les gares. On a posé presque 1 500 000 stickers entre les gares et les matériels roulants. C'est un travail considérable, tout ça en quelques jours. Tout le monde s'est mobilisé. On a eu même des volontaires qui sont sortis des bureaux pour venir coller des stickers dans les trains. Donc voilà, ça vous démontre aussi comment nous allons aider les voyageurs à être des parties prenantes de la réussite, comme l'a dit Madame la Présidente. Hein. On a besoin que nos voyageurs nous aident à leur délivrer les services fiables et sûrs qu'ils attendent. Voilà, c'est itératif et on est là pour les aider. On a lancé une charte avec nos voyageurs, c'est vraiment l'engagement réciproque. On voit la SNCF se mobilise, elle fait le maximum de trains, elle met des gestes barrières, elle nettoie, elle désinfecte les matériels, ça c'est notre boulot. En contrepartie, il y a un engagement réciproque, c'est la notion d'entraîne tous responsables. Voilà, donc oui, les voyageurs seront appelés à appliquer les gestes barrières, le port du masque. Alors c'est à la fois une obligation, mais moi je dis s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, mettez le masque. Ça se passera très bien. Ça va devenir un geste normal de mettre le masque. Quand on sort de chez soi, je suis convaincu, on en a pour 1 an avec ce virus. On va s'habituer à vivre avec les masques. Moi-même, je le fais. On va s'habituer à le faire. C'est très important. Et puis, si vous pouvez avoir un peu de gel hydroalcoolique, c'est pas plus mal. Vous en trouvez dans les gares. Si vous pouvez en acheter dans les gares. Il y aura un peu d'appoint dans les gares. Mais le mieux, c'est de s'habituer à en avoir pour se laver les mains avant le voyage, pendant le voyage, après le voyage. Un petit geste de précaution. Et en appliquant ces gestes-là, prendre le train sera parfaitement sûr. Alors effectivement, Madame la Présidente du Conseil régional l'a expliqué, c'est un paradoxe pour un cheminot, je le disais, on se force à réduire la fréquentation des trains, mais on doit le faire, Donc merci d'avoir mis au point le gouvernement, la région, Monsieur le Préfet, cette règle qui va nous aider à lisser les heures de pointe, c'est fondamental. Il y a aussi la notion de télétravail. On en a parlé très tôt en appelant au télétravail, et l'accord qui a été signé en Île-de-France est fondamental. Oui, les employeurs aussi sont partie prenante de la solution. Hein. On a besoin que les employeurs nous aident, et ils vont le faire. On a senti un engagement très fort des employeurs. Donc voilà. Et en ce qui concerne le TER, il y a une petite innovation. On a réussi, alors c'est pas la réservation, hein, on ne peut pas faire de l'assignation de place dans les TER, mais on aura la notion de coupon d'accès au TER. Et on a 5 ou 6 régions qui vont accepter ce dispositif pour les trains les plus chargés, pour bien réguler la demande avant de prendre le train. Voilà, donc je pourrais vous en parler un peu plus si ça vous intéresse, mais on a inventé un nouveau dispositif dans les TER pour lisser encore mieux l'accès au train. Alors les cheminots, on a besoin d'eux. Hein. Il y aura 100 000 cheminots présents à leur poste de travail le 11 mai. Ils seront là. Ils seront contributifs, bien sûr, comme on le voit sur ces images, à accueillir les clients et à créer les conditions sanitaires pour l'accueil des clients. Mais ils seront aussi des acteurs. Il y a ceux qu'on ne voit pas. Il y a les aiguilleurs qu'on ne voit pas. Il y a des conducteurs de train. On aura besoin de tous les corps de métier. Je le redis, ils seront mobilisés et protégés. Nous avons même amélioré les règles de sécurité. On a profité du retour d'expérience du confinement. Je le disais, 3500 trains qui circulaient sur le réseau. On a eu le temps d'améliorer encore nos procédures. On l'a fait en parfaite concertation avec les syndicats. On a fait de nombreuses tables rondes métiers. On a des grands métiers à la SNCF. On a fait plus de 33 comités socio-économiques, hein, les fameux CSE, qui sont les endroits sur le terrain où on présente les règles et les plans de reprise d'activité. Tout ça a été fait en temps record et nous serons prêts. Donc notre message, il est très très clair. La SNCF sera prête avec tous ses cheminots pour la première étape du déconfinement ferroviaire. C'est du jamais vu dans le pays. Nous serons au rendez-vous avec des cheminots, je le redis, mobilisés et protégés. Une dernière info qui illustre la philosophie dans laquelle nous sommes, je me bascule déjà au 11 mai et après le 11 mai, c'est accompagner nos voyageurs, c'est observer, parce qu'il faut le reconnaître, il y a une part d'inconnu dans cette affaire. Hein. On ne sait pas exactement encore comment les flux vont arriver, à quelle heure et comment. Donc il faut observer ce qui se passe et puis réagir, s'adapter. Donc pour ça, nous allons mettre en place un outil, un PC voyageur spécial déconfinement, où toute l'information sera centralisée, toute l'information opérationnelle sera centralisée, et chaque jour, en milieu d'après-midi, en fonction de la manière dont ça passait le matin, eh bien, on s'ajustera. Voilà. Il est évident que pour moi, et Monsieur le Ministre l'a rappelé, le 11 ne sera pas le 12, qui ne sera pas le 13, qui ne sera pas le 14. Il faudra s'adapter. Et nous nous mettons donc en capacité de réaction rapide et ajustée. Et cette information, bien sûr, nous la partagerons avec l'autorité organisatrice, avec les préfets de région, pour ensemble piloter au mieux l'offre pour nos voyageurs. Voilà, donc ma conclusion, vous l'avez compris, notre volonté est orientée à 100% sur la réussite du 11 mai. Tous responsables, on va y arriver.
Et vraiment, soyez sûrs que tous les cheminots sont mobilisés pour que ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre pour l'engagement de la SNCF dans ce défi inédit, tu l'as dit, de déconfinement progressif dans le secteur des transports. Je propose maintenant d'entendre Thierry Mallet, qui dirige Transdev, mais qui nous parle aujourd'hui au nom de l'Union des transports publics français. Voilà, donc je voudrais vous présenter effectivement la situation en France. Je ne vais pas revenir sur l'Île-de-France qui sera évoquée tout à l'heure, qui a déjà été évoquée par Madame la Présidente et qui sera évoquée tout à l'heure par Catherine Guillouard. Monsieur le Ministre, merci. Monsieur le Préfet, Madame la Présidente. Ce que je peux vous dire, alors c'est une image qui illustre bien la situation. C'est un des trams de Montpellier qui porte un masque, qui est une image assez amusante pour rappeler effectivement à tout le monde qu'on doit porter des masques dans les transports publics. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est à vous confirmer aujourd'hui, c'est que les opérateurs de transport, en relation avec les autorités organisatrices, qui sont sur le terrain, les personnes qui finalement décident de l'offre de service, la finance et l'accompagnent. Il s'agit de régions dans le cadre de l'Île-de-France, de régions dans le cadre des trains et des TER. Il peut s'agir de comités d'agglomération, de métropoles, qui sont effectivement les décideurs en la matière. Et c'est avec eux que nous travaillons, que tous les opérateurs travaillent maintenant depuis plusieurs semaines et de manière très très intense depuis plusieurs jours pour réussir cette opération de déconfinement. Alors, aujourd'hui, la première priorité, ça a été évoqué, compte tenu de la contrainte en matière de distanciation physique, l'une des premières priorités est clairement la régulation de la demande en amont. Ça a été évoqué tout à l'heure pour l'Île-de-France de manière spécifique. C'est l'encouragement au télétravail, c'est l'encouragement au lissage des heures de pointe, c'est l'encouragement aux mobilités alternatives qui permettront de ne pas forcément aller dans la voiture, ce qui aurait des conséquences très négatives en matière de pollution et de congestion, et c'est éventuellement des arrêtés préfectoraux. Alors on a beaucoup parlé de l'Île-de-France tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il y a également un pacte qui a été conclu à Marseille, dans le cadre Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas aussi contraignant que celui de la région parisienne, mais qui est un pacte dans lequel les entreprises s'engagent également à lisser l'offre et à travailler dans le sens effectivement d'une meilleure maîtrise de l'offre. Et on aura peut-être d'autres régions qui suivront derrière, mais c'est un élément important. Et j'en profite pour rappeler que nous ne pourrons pas réussir, et les employés ne réussiront pas sans effectivement l'engagement complet des employeurs, qui est un élément important, puisque c'est les employeurs eux-mêmes qui vont décider s'il y a du télétravail, s'il n'y en a pas. Et c'est à eux de pouvoir lisser au sein de leur entreprise, quand c'est possible, les heures de départ et d'arrivée. Parce que si effectivement on a des autorisations, mais que tout le monde arrive entre 7h et 9h, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment que le travail soit fait, si ce n'est pas fait dès lundi, que ce soit fait rapidement, pour que ce lissage soit effectivement une réalité dans les entreprises. Alors, en accord bien entendu avec les autorités organisatrices, là, tous les opérateurs ont prévu d'augmenter l'offre. L'offre minimale va être de l'ordre de 70% sur l'ensemble des réseaux en France. Vous voyez, il sera de 70% au moins au Havre, Nantes, Poitiers, Saint-Étienne, Toulon et Valence. Il va être de 80% à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, à Grenoble, à Lyon, à Lille, à Marseille, à Montpellier, Rennes, La Rochelle et Toulouse. Et il sera de 90% à Dunkerque, Limoges, Perpignan. Et l'objectif de tous les réseaux aujourd'hui, c'est d'atteindre 100% au plus tard début juin. Sachant que dans la vision que nous avons, c'est un suivi quotidien de la situation, quitte à renforcer l'offre sur certaines lignes. D'ailleurs, certaines lignes, ces chiffres sont des chiffres moyens. Il y aura des lignes qui, dès le départ, vont être à 100%, parce qu'on sait que ce sont des lignes qui étaient déjà saturées avant le déconfinement. Donc on va porter une attention particulière sur ces lignes-là, quitte d'ailleurs à renforcer sur certains réseaux les bus par des cars, parce qu'on sait que les cars aujourd'hui ne sont pas forcément utilisés, notamment les cars de tourisme, et ils peuvent être un appui appréciable sur certaines lignes pour pouvoir justement traiter la demande. En matière de gestes barrières, effectivement, tous les opérateurs effectivement, mettent systématiquement et ont mis systématiquement en place tous les moyens qui vont permettre le respect des objectifs des mesures barrières. Je pense notamment, et vous le voyez, c'est la condamnation ou l'incitation à n'utiliser qu'un siège sur deux ou la condamnation d'un siège sur deux. C'est des marques au sol qui vont permettre aux personnes de se positionner debout dans les véhicules. C'est également des distributeurs de gel hydroalcoolique. Alors, il y en a à la fois dans des véhicules, où il y avait quelques exemples où ils sont placés dans les véhicules. Il y en aura également dans les gares et dans les stations. Il y a des expérimentations. C'est un point qu'on va découvrir parce qu'on souhaite voir comment les gens se comportent quand ils sont dans les véhicules. On ne souhaite pas que ça devienne un point d'accumulation. Donc, c'est un point de vigilance aussi sur l'installation de ces points dans les ports de ces points de distribution de gel. On a également une information systématique sur le port du masque, qui est une priorité, on le sait très bien. Et c'est probablement l'un des enjeux les plus forts avec effectivement la maîtrise de la pointe. Côté opérateur, on a également renforcé la protection de nos collaborateurs, de nos employés,
Bien entendu, ils vont tous porter des masques et nous sommes en train de mettre en place quasiment systématiquement sur tous les réseaux des protections pour les conducteurs avec des dispositifs physiques qui peuvent être effectivement les protections anti-agression dont on remonte la fenêtre ou des parois en plexiglas ou en polycarbonate qui vont les protéger. Ça va nous permettre également de pouvoir refaire de la montée par la porte avant, qui est un élément important, parce que si on souhaite que les flux ne se mélangent pas, il est préférable qu'on rentre par la porte avant et qu'on sorte par la porte arrière. Par contre, il n'est pas prévu de redémarrer la vente à bord, et donc ça veut dire que de manière systématique sur tous les réseaux, a été mis en place des systèmes de vente dématérialisés. C'est le ticket par SMS qui vous permet, en envoyant un SMS, de recevoir le billet. C'est des applications qui vous permettent d'acheter un billet. C'est également du paiement sans contact, ou simplement avec votre carte de crédit, vous pouvez juste acheter le billet en montant dans les véhicules. Donc ces dispositifs se mettent en place réseau par réseau. D'ailleurs, je vous invite, pour bien connaître les solutions qui vont être mises en place, pour connaître en temps réel la situation sur les différents réseaux, puisque tous les réseaux vont mettre en place des dispositifs qui vont permettre de savoir où est-ce que ça coince, où est-ce que ça passe, afin que, naturellement, les gens puissent reporter leur trajet. On n'est pas encore en train de faire du Waze, c'est plutôt du bison futé. On est dans la première étape et on va adapter en temps réel, effectivement, notre offre dans les prochains jours. Voilà. Et évidemment, il y a l'enjeu de la désinfection, ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a une désinfection minimum par jour. Dans certains réseaux, ça a été renforcé à la demande des autorités organisatrices pour avoir 2 désinfections par jour. Et il est également prévu, sur la plupart des réseaux, d'avoir des équipes qui vont intervenir, des équipes volantes qui peuvent intervenir dans la journée pour faire du nettoyage de toutes les zones de contact, donc les barres de soutien sur lesquelles les gens peuvent s'attacher ou s'agripper. Et également, on va également nettoyer les valideurs. Donc ces équipes volantes vont être présentes sur le terrain à partir de la semaine prochaine. Et puis finalement, on aura besoin, ça a été longuement évoqué, du soutien des forces de l'ordre, même si la plupart des entreprises et des opérateurs ont mobilisé effectivement fortement au-delà des équipes opérationnelles. Elles ont parfois mobilisé également des équipes administratives qui vont aller sur le terrain en renfort pour aider au filtrage et surtout à l'information les premiers jours. On aura besoin des forces de police qui vont venir en complément, qu'il s'agisse des forces de police nationales ou éventuellement de la police municipale, qui sur certains réseaux va venir compléter pour avoir la meilleure situation et réussir ensemble, effectivement, ce déconfinement. C'est quelque chose de totalement exceptionnel. Nous ne l'avons jamais fait. C'est un défi, je dirais, tout à fait remarquable, je dirais presque extraordinaire. Mais je pense qu'on peut y arriver. Mais ça va supposer tout le monde, les autorités organisatrices qui sont déjà très mobilisées, les opérateurs qui sont prêts. Mais ça, on ne réussira pas sans le soutien des entreprises qui ont un rôle extrêmement important pour s'assurer qu'on reste en télétravail et qu'on lisse la pointe, et bien entendu tous les passagers, les voyageurs que nous serons ravis d'accueillir et pour lesquels nous attendons une parfaite coopération, parce que ça peut prendre un peu plus de temps, ça peut être un peu plus compliqué, et on va besoin de tous apprendre ensemble pour tous réussir ensemble la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, M. Mallet. Passons maintenant la parole à Catherine Guillouard, au nom de la RATP, pour nous présenter le plan de transport en Ile-de-France et évidemment les mesures sanitaires associées. Monsieur le ministre, Madame la présidente de région, Monsieur le préfet de région et mes chers collègues et amis, je dirais, Thierry et Jean-Pierre, et bonjour à tous et toutes. Donc, côté RATP, les 65 000 salariés du groupe se sont mobilisés depuis le début de la crise, en France, bien sûr, en Ile-de-France essentiellement, et aussi à l'étranger, c'est évident. Je veux vraiment profiter de ce soir pour leur passer mes chaleureux remerciements, et merci d'y avoir pensé, Valérie. C'est vraiment très important parce qu'ils ont été là, ils ont été au rendez-vous et j'allais dire le défi qui est devant nous est tout à fait exceptionnel et inédit. Et ce que je vais vous présenter est le travail d'une équipe solide, professionnelle et en cohésion. Alors, il y a 2 règles essentielles qui vont impacter notre travail dans les jours qui viennent. L'objectif de mise en place de la distanciation physique, bien sûr, et le port du masque obligatoire pour les voyageurs. Conformément à ce que nous a demandé à la fois l'État et notre autorité organisatrice Île-de-France Mobilité, on a poussé les curseurs au maximum en termes d'offres. Donc on est à plus de 75% sur les métros, les RER, les tramways, les bus, dès le 11 mai. Dans les faits, certaines lignes vont être au-delà. Bien sûr, la 1 et la 14 vont tourner à 100% et la 13, qui est très importante, nord-sud Paris, va tourner à 85%. Les RER vont tourner à 75%, les deux, les RER A et les RER B, avec bien sûr une interconnexion fluide avec nos amis de la SNCF à Gare du Nord. Les tramways vont être au-delà, ils vont être entre 80 et 100%. Et sur les bus, on va faire 3/4, c'est-à-dire 75% d'offres. Je rappelle
qu'on va rester comme dans la période du confinement, dans une tranche horaire 6h, 22h, et qu'évidemment, il y aura des bus de substitution et des noctiliens qui seront là pour les derniers RER. L'ouverture est donc maximale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons avoir plus de 300 stations et gares ouvertes. Toutes les gares de RER vont être ouvertes. Plus de 240 stations de métro seront ouvertes sur les 302, donc en gros, il y a 60 stations qui sont fermées. Les stations de métro et gares de RER de banlieue sont ouvertes. Ça, c'est un choix très fort qui a été fait avec nos travaux. Toutes les stations de métro en correspondance avec les grandes gares parisiennes, importantes pour la SNCF pour faire le pendulaire, sont ouvertes. Et tous les grands pôles de transport sont ouverts, c'est-à-dire Châtelet, Saint-Lazare, Gare du Nord, Montparnasse. La seule qu'on ferme, c'est République, parce que là, vraiment, il y a 5 stations de métro qui arrivent. Les quais sont trop étroits. On veut aussi gérer la partie sécurité. C'est un défi unique sur un réseau aussi dense que celui de la RATP. Je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais il faut comprendre que nous avons 4 700 bus, 5 800 matériels roulants, 93 gares routières, 184 stations de tramway, 12 300 points de bus et 368 stations de RER et de métro. Donc, 3 conditions essentielles à la maîtrise des flux. Évidemment, la limitation des déplacements, mes collègues en ont largement parlé, la charte est absolument clé, et ce dispositif d'autorisation pour lequel la RATP était vraiment favorable, tout à fait dans la ligne de son AO. Une gestion des flux sur le réseau sur lequel nous allons mettre le paquet. Nous avons non seulement nous sommes gréés d'agents RATP, mais nous avons aussi pris des prestataires extérieurs. Donc il y aura à peu près 3 400 agents plus prestataires extérieurs pour gérer les flux à l'intérieur du réseau et aussi faire à l'extérieur du réseau, si nécessaire, des filtrages. Et on compte évidemment sur le civisme des voyageurs, et j'y reviendrai avec un pacte voyageurs que nous avons mis en place. Il va y avoir lundi des changements extrêmement concrets pour les voyageurs, donc je vais rapidement les balayer. La signalisation est absolument clé pour donner un repère pour la distanciation physique. Donc, 1 million de stickers déployés depuis le 28 avril. Il ne faut pas oublier que pour les opérateurs, la décision a été rendue le 28 avril sur la distanciation physique. Donc, je veux dire, c'est un vrai challenge. Nous aussi, beaucoup de volontaires, plein de personnels qui n'ont normalement, j'allais dire, pas cette mission, qui se sont mobilisés tout le week-end du 1er mai pour pouvoir sticker. Donc évidemment, le but du jeu, c'est de limiter les croisements de voyageurs par du marquage au sol. On va neutraliser, comme nous l'a demandé nos autorités de tutelle, certains sièges. Et puis, évidemment, on plaide pour que vous achetiez le plus possible vos titres à distance. Avec IDFM, on a lancé le SMS ticketing des bus. On a aussi le rechargement des passes Navigo qui sont possibles sur l'appli RATP. Donc, il faut vraiment essayer de dématérialiser au maximum. Et puis, bien entendu, des annonces sonores sur la distanciation qui seront réalisées sur le réseau avec leurs propres modalités. Je voudrais dire que le nettoyage n'est plus un sujet d'expérience client, c'est devenu un sujet stratégique. Si les transports en commun, demain, veulent survivre, on n'est plus dans de l'expérience client, on est carrément dans le dur du dur de la stratégie. C'est devenu aussi important que l'offre de transport. Donc là-dessus, c'est simple, on a complètement changé de braquet. Avec évidemment l'appui de notre autorité organisatrice, on a décidé d'augmenter très significativement les moyens. Pendant la période de confinement déjà, puisqu'on a augmenté les effectifs de 30%, donc de 1300 à 1800 agents, on a multiplié par 2 les nettoyages sur les métros, les RER, les stations, les gares et les gares routières. Et évidemment, le budget s'en ressent, mais ça, j'allais dire, ça va devenir une donnée d'entrée, puisque l'année dernière, on avait dépensé à peu près 90 millions d'euros en propreté, et on estime qu'en 2020, on sera à 160 millions, ce qui est une croissance de 70%. Mais là, c'est l'impact clairement du Covid sur les transports en commun. Et je suis d'accord avec mes collègues, la confiance, la réassurance passe notamment par nos efforts de nettoyage.
On en a profité pour se révolutionner, puisque, en fait, on a très rapidement fait des expérimentations. Il faut voir que la RATP, en un mois top chrono, a complètement revu son dispositif, par exemple, de nettoyage des bus, puisque nous serons en état le 11 mai de passer à un système de nébulisation des bus qui aura lieu toutes les nuits, avec un traçage pour être sûr que le process est industriellement nickel. Et donc, ce sera fait à partir du 11 mai. On a testé depuis 15 jours sur 2 centres-bus, 420 bus. Et là, on est monté en charge. Les équipes travaillent jour et nuit. On a trouvé le bon prestataire industriel parce qu'il faut que ça résiste dans le temps. Il faut que le prestataire industriel soit suffisamment puissant pour nous suivre dans le temps. C'est le cas. Et on a démarré des expérimentations sur la ligne 1 et 13 du métro. Et à partir du 18 mai, on attaque les tramways. Renforcement des mesures sanitaires, notamment, c'était demandé à la fois par notre autorité Île-de-France Mobilité et par l'État. Donc, on va démarrer à part une cinquantaine de distributeurs qui seront sur le réseau, mais très rapidement, on va faire aussi des distributions mobiles, hein, c'est-à-dire sur les stations les plus fréquentées. D'ici la fin juin, on a acté le point, on sera à 1000 distributeurs sur le réseau île-de-francien. Donc, vraiment quelque chose qui va devenir assez standard. Et on pourra évidemment proposer à nos voyageurs d'acheter, ça c'est autre chose, en plus dans les distributeurs Selecta, IVS, des masques et du gel. Nouvelle fonctionnalité de l'appli RATP. Donc, bon, écoutez, on ne va pas... Retour d'expérience du conflit sur les retraites. Je ne peux pas dire que... Je rappelle qu'on est sorti de cet événement le 15 janvier, qu'on est rentré dans le plan pré-pandémie le 20 janvier. On parlait, ça fait 6 mois, donc nous sommes en crise, donc on tire les leçons de ces expériences. Et pendant le conflit sur les retraites, on avait mis en place un partenariat avec des acteurs de nouvelle mobilité qui avait été validé par Île-de-France Mobilité. Donc on recommence, hein, puisqu'à l'époque, il nous avait permis de faire 500 000 voyages jour. Donc là, on s'est mobilisé pour refaire ce partenariat. Dans les faits, on aura 17 opérateurs, puisqu'il y en a 2 qui nous ont rejoints entre-temps. Donc ce sera du VTC, de la trottinette, du scooter, vélo en free-floating et réparation de vélo. Et à partir du 18 mai, on espère bien faire covoiturage pour aller dans le sens souhaité par notre AO, bien sûr. Et évidemment aussi, on aura des parkings. Rechargement du pass Navigo sur Android, très important pour éviter les contacts. Signalement propreté, donc là on s'est gréé pour avoir, via Messenger, la possibilité de descendre les informations directement sur les endroits qui seraient à traiter et nous permettre d'avoir une intervention rapide. Donc, impact aussi avec nos voyageurs. Je voulais dire que la RATP, elle aussi, a pris toutes les mesures pour protéger ses salariés. Nous avons décidé, avec l'aval des autorités de tutelle, dès le 6 avril, on a été le premier opérateur à le faire, à mettre tous nos agents en port de masque. Donc, évidemment, ils seront équipés d'un masque. Ils seront là pour vérifier et gérer l'affluence, bien vérifier les gestes barrières, distanciation physique, on fera le maximum. Il faut voir que, vu l'ampleur du réseau, c'est bien un objectif qu'on se fixe. Distributeur de gel, nettoyage virucide 2 fois par jour et évidemment une information trafic qu'on va essayer d'être la meilleure. Nous aussi, on va avoir un PC crise, je veux dire, comme la SNCF pour suivre les flux, puisque ça va être... Le nerf de la guerre, ça va être la gestion de flux et le temps réel. Donc pareil, on s'est mis dans les mêmes dispositions. Et effectivement, on demande à nos voyageurs de respecter un certain nombre de choses. Et j'insiste sur une chose idiote à dire, mais qu'il est bonne de dire, interdiction de manger et de boire sur le réseau, puisque vous portez un masque, donc vous n'êtes pas censé manger et boire, de façon à pouvoir respecter ces gestes. Et donc on a aussi mis en place cette charte. Voilà, donc vous avez, je laisse là, ça c'est les 60 stations qui sont fermées au global par ligne, mais ça a été largement distribué. Et je tiens à dire que les équipes, malgré la difficulté de ce qui nous attend, sont ultra motivées. C'est comme on est vraiment face à un défi majeur pour nous, mais qui est un défi qui engage aussi l'avenir de nos entreprises, puisqu'il faut impérativement qu'on réussisse ce déconfinement. Le pire du pire, ce serait une désaffection des transports en commun,
un report sur la voiture. Et là, ce serait vraiment, en plus, une catastrophe écologique. Et comme je suis au ministère de la Transition écologique, j'en finis par là, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Catherine. Reste peut-être quelques instants avec nous. Je ne doute pas qu'il y aura des questions qui intéresseront le réseau francilien et singulièrement la RATP. Merci les uns et les autres d'avoir rappelé que la réussite du déconfinement passe par un effort partagé, État, collectivités, opérateurs, usagers. Et merci de votre engagement à vous et évidemment à l'engagement de vos agents sur le terrain qui, je le sais, font un travail tout à fait considérable et depuis de nombreuses années au service de l'utilité publique. Peut-être